matin pour la deuxième journée des journées de l'intelligence artificielle. Donc ce matin, ça va être IA et agriculture, parce que c'est l'un des projets phares du gouvernement, l'agriculture, l'éducation, l'inclusion financière et la santé. Donc je vais appeler Amadou Diawara qui va modérer ce panel. Donc mon cher Amadou, qui est le président du cluster digital Africa, avec plus de 60 000 membres, président de CIRTIC aussi. Mon frère, mon ami Amadou, je te laisse le... Bon, bonjour, hein. Donc, je pense que Jérôme il a bien annoncé la journée. On va démarrer. Peut-être de demander ceux qui sont un petit peu au fond d'avancer devant et peut-être aussi pour pouvoir bien prendre les questions qu'on va avoir tout à l'heure. Et hier, on a eu la chance d'avoir pas mal de questions dans la salle, mais il n'y avait pas de femmes qui posaient des questions. Donc, alors, mesdames, préparez-vous quand même. On va essayer de trouver des questions au niveau des femmes. S'il n'y en a pas, on va les chercher, hein. C'est ça. En tout cas, et nous avons l'honneur aussi d'avoir aujourd'hui notre frère Assalfo qui est avec nous. Bienvenue, cher frère, et merci d'être là avec nous. Et nous allons démarrer ce panel, tout simplement. On va demander à Mamadou Diallo, CEO de CEO Mag, de nous rejoindre pour ce panel. Peut-être qu'on vous laisse 2 minutes pour se dire bonjour avec Assalfo, hein, qu'on souhaite bienvenue. OK. Donc, je pense que Jérôme, on va démarrer ce panel. Je vais appeler Mamadou Diallo, CEO de CEO Mag, de nous rejoindre pour démarrer ce panel, avec également Jérôme qui aussi est panéliste avec nous. Et mon frère Jacques, et je pense que tu peux démarrer aussi pour qu'on commence ce panel avec toi. Et c'est là où... Non, tu vas te mettre là. En tout cas, merci à tout le monde d'être là ce matin et nous allons démarrer ce panel et je pense que Jérôme il l'avait dit tout à l'heure et ce panel est très important pour nous aujourd'hui en Afrique. Lorsqu'on parle d'IA, c'est aussi de parler de tout ce qui est des projets d'agritech, green tech, mais aussi c'est de voir comment l'IA peut aussi être une solution rapide pour l'Afrique et pouvoir dynamiser un peu l'écosystème. Et nous savons que l'avenir, en tout cas, ça se discute entre l'éducation, la santé et l'agriculture aujourd'hui dans le monde. Et nous avons la chance d'avoir Mamadou Diallo qui est là, qui aujourd'hui, on ne va pas le présenter, mais c'est quelqu'un qui travaille énormément sur l'écosystème africain de par le monde. Il a la chance toujours de conduire des délégations, que ce soit en Afrique, en Europe, mais aussi aux États-Unis à chaque fois, pour aller voir les dernières innovations, les tendances et venir aussi à travers son magazine, à travers sa ligne qu'il a aussi d'édition, de nous donner l'information, mais aussi de mettre en lumière les acteurs de l'écosystème digital et de partout en Afrique. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut le féliciter. Et je vais vous demander de l'applaudir, en tout cas, Mamadou Diallo, pour cet excellent travail. Et ça fait presque 25 ans qu'il est engagé sur le développement du continent africain à travers toujours la transformation digitale. Et ça, c'est quelque chose qui est un honneur pour nous de l'avoir aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour ces 3 journées, pour échanger, je vais dire, pour nous parler de son point de vue. Et ça, c'est possible grâce à Jérôme qui fait un excellent travail pour fédérer, en tout cas, toutes les intelligences. Mais surtout, c'est de voir comment il utilise aujourd'hui l'IA comme levier de développement et de croissance pour le continent africain. Et bravo à la Côte d'Ivoire pour ses leadership également en termes d'intelligence artificielle. Et c'est la 2e édition. Nous pensons que ça va davantage continuer à être mis en place. Et merci Jérôme, merci à Humania et pour cet excellent travail aussi de nous regrouper à Abidjan pour parler éventuellement de cela. Et ça, c'est formidable. C'est aussi l'avantage aussi d'avoir des acteurs locaux. Cher frère Jacques, merci d'être là ce matin. Et nous allons voir comment tu es en train de nous, au niveau des babys, hein, c'est comme ça qu'on dit ici chez vous, c'est ça. Donc, comment tu travailles sur toutes ces technologies, comment tu vas ramener l'IA à changer les modes de vie de
mamans, de nos papas, etc. Mais aussi dans nos fermes, c'est ça. Surtout la Côte d'Ivoire, ça reste un modèle pour nous en Afrique de l'Ouest d'économie, mais surtout aussi un pays où on pense qu'il y a suffisamment de quoi pour apporter des solutions concrètes sur l'agriculture. Et d'utiliser l'intelligence artificielle pour ça aujourd'hui, nous pensons que ça va être quelque chose de nouveau, mais qui n'est pas surprenant parce que vu le leadership qui est engagé sur l'IA à travers les activités, toute la semaine là, nous avons vu beaucoup de progrès en Côte d'Ivoire. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle. C'est certainement l'année. Donc, peut-être sans plus tarder, Mamadou, je veux peut-être voir, toi qui aujourd'hui, tu as la chance de discuter avec beaucoup d'acteurs de l'écosystème. Qu'est-ce que tu penses que l'IA, est-ce que c'est une solution efficace, rapide, rentable pour l'agriculture africaine? Voilà. Merci, cher frère Amadou, pour cette belle introduction et merci pour ces hommages par rapport à ce qu'on fait. Donc, également, tu es quelqu'un qui compte dans l'écosystème du numérique depuis quelques années ici en Afrique. Merci également à Jérôme pour cette belle organisation, pour ces journées de l'IA ici à Abidjan. Donc, nous avons eu l'occasion de collaborer ensemble lors des assises de la transformation digitale au mois de novembre ici à Abidjan. Donc, nous étions à la 13e ou 14e édition et donc on a eu la chance d'avoir Jérôme et Konya comme partenaires de cette édition-là. Et donc, c'était un grand succès. Donc, nous en tirons vraiment des avantages certains. Et donc, je pense que cette collaboration continue aujourd'hui avec ces journées de l'IA et dans quelques jours à Lomé, dans le cadre donc, du partenariat que nous avons avec vous. Alors, pour revenir au sujet, donc, je pense que c'est bien indiqué d'avoir cette thématique ici aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui, je pense, que fait partie des greniers de l'Afrique de l'Ouest, hein, un pays qui a beaucoup misé sur l'agriculture et qui a des terres arables. Et quand on compare cela par rapport à l'Afrique, on dit que l'Afrique concentre plus de 60% des terres arables dans le monde et on produit à peine 10% de production agricole, ce qui est très faible. Et même si nous produisons des cultures vivrières, donc ces produits sont exportés à l'état brut, donc pour être transformés pour nous revenir encore plus cher. Donc il y a cette question de souveraineté, puisqu'on va en parler certainement, la question de la souveraineté alimentaire qui a été soulevée lors de la période Covid. On s'est rendu compte à quel point l'Afrique dépendait des pays de l'extérieur, notamment de la Chine, de l'Ukraine pour la partie blé, puisque nous consommons beaucoup de pain. On a vu la grande dépendance de l'Afrique vis-à-vis de ces pays-là. Et je pense que les autorités africaines ont pris conscience de l'utilité justement de changer de paradigme en essayant de produire davantage ce que nous consommons. Et je disais tout à l'heure, 60% des terres arables dans le monde et à peine moins de 10% de la production agricole mondiale. C'est très faible. Et donc, ça remet en perspective les objectifs du développement durable qui disaient que l'Afrique devait atteindre l'autosuffisance alimentaire à l'horizon 2030. Et je pense que, on est encore loin des objectifs, mais je pense que l'arrivée de l'IA est un accélérateur formidable pour aller vers ces tendances. Et donc, on a vu aujourd'hui, après les fintechs qui arrivent à agréger beaucoup de financements internationaux pour financer donc, le développement des stratégies ou des innovations. Et je pense que le deuxième secteur qui verra être prioritaire, ça va être l'agriculture. L'agriculture et l'éducation. Donc je pense qu'on a besoin d'investir davantage sur les 6 milliards de dollars qu'on avait reçus en termes d'innovation, en termes de levée de fonds pour financer les startups, notamment dans la fintech, qui représentait plus de 70%. L'agriculture a besoin de prendre beaucoup plus de place. Et c'est pour cela, donc, je pense qu'on devrait encore réfléchir davantage sur nos stratégies nationales en matière d'agriculture pour pousser davantage à ce que l'Afrique puisse produire davantage grâce aux capteurs qu'on a mis en place qui permettent donc d'optimiser les arrosages dans les fermes. Et l'autre constat qu'on peut avoir également, c'est qu'en Afrique, on a des fermes, des fermes ou des plantations qui sont de taille familiale. Donc moins d'1 hectare en moyenne, et donc il y en a environ 400 000. Et donc ça ne permet pas donc de faire de la production de masse. Et donc quand on compare cela à des pays comme l'Ukraine, où on a des centaines d'hectares pour un seul propriétaire, alors qu'en Afrique on est en moyenne à 1 hectare pour produire cela. Donc je pense qu'on a besoin donc, d'optimiser tout cela et redéfinir la stratégie pour aller donc, de cette agriculture traditionnelle vers une agriculture beaucoup plus avancée et arriver donc, avec ces technologies de l'information et de la communication. Et même tous ces outils-là qu'on va utiliser donc, pour des fermes d'1 hectare, donc ce n'est pas rentable.
Donc pour que ça soit rentable, il faut qu'on ait des surfaces beaucoup plus importantes. Et donc je pense qu'on doit aller vers une coopération beaucoup plus large, arriver à créer des fermes industrielles et de pouvoir optimiser cela. Donc l'État doit jouer un rôle à ce niveau-là pour justement accompagner ces stratégies nationales en matière d'agriculture et en s'appuyant sur les technologies de l'information et notamment de l'IA. Super, en tout cas, comme toujours, aussi brillante et très bien informée. Mais c'est là où, Jérôme, toi qui aujourd'hui avec HumanEI, avec aussi toutes les activités que tu mènes de par le monde aujourd'hui, nous savons que l'IA aujourd'hui, il y a énormément d'applications qui sont développées dans ce sens. Et c'est pas si HumanEI ou avec tous ces ambassadeurs de HumanEI, il y a des projets concrets qui sont là, des cas concrets qu'on peut aussi connaître, qui peuvent être adaptés aussi à nos réalités africaines. Parce que la question qui est là aujourd'hui, c'est qu'il y a une course à l'intelligence artificielle. Nous savons que les Chinois, les Américains, ils se battent à ce niveau-là. Mais nous aussi, les Africains, on voudrait aussi se positionner. Mais l'objectif pour nous, ce n'est pas d'aller prendre ce qui fonctionne ailleurs, parce qu'on n'a pas les mêmes réalités. Mais nous avons nos réalités africaines, nous avons nos talents africains. Ces talents aussi qui sont très brillants, mais qui méritent aussi d'être mis en lumière. Je pense que c'est ce que tu fais au quotidien avec HumanEI. Et c'est ce que nous faisons également au niveau du cluster Digital Africa. L'objectif, comment nos talents peuvent aussi apporter des solutions concrètes, adaptées à nos réalités socio-culturelles, environnementales, économiques, tout ça. Et grâce à l'IA, nous pensons qu'il y a des solutions. Et est-ce que tu as des cas concrets? Parce qu'il y a un éventail de solutions, mais est-ce qu'elles sont toutes bonnes? Est-ce qu'elles sont toutes adaptées à nos réalités? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Mais aussi, juste pour terminer, Mamadou, il parle tout à l'heure des fermes, des champs, etc. À un moment donné, c'est vrai que les gens sont un peu confus parce qu'on nous parlait d'IoT à un moment donné, Internet des objets connectés. On pouvait activer à distance avec tout ce qui est la domotique pour arroser les champs. Maintenant, on parle de l'intelligence artificielle. Peut-être c'est les robots qui vont cultiver pour nous, c'est ça? Non. En revanche, moi, je vais parler de cas concrets, de use case. Ce qu'on a fait au Maroc, quand on a créé la maison de l'IA à Oujda, que tu es allé. On a 83 startups aujourd'hui à Oujda. Et on est parti du constat où qu'est-ce qu'on peut faire pour les priorités premières du pays, dans l'agriculture, la santé, l'éducation, etc. Et on s'est dit, l'agriculture est un gros sujet. Comment l'IA peut intervenir? Donc la première des choses qu'on a fait avec le directeur de l'INRIA, c'est qu'on a cartographié les sols. Pourquoi cartographier les sols? Parce que l'IA va traiter la donnée derrière. Et l'idée, c'est de vous promener, cartographier votre parcelle et en fonction des sols. Donc on va dire quelle est la plante qui va le mieux pousser pour les cultures. Et vous dites aujourd'hui, par exemple, je fais du banane plantain, voilà, j'ai 2 hectares. On est capable de te dire le revenu que tu vas avoir, puisque c'est la même production au mètre carré, hein, et de te dire, ben, si tu plantais cette production-là, ce serait plus adapté, tu pourrais vendre local, etc. Et donc, tu peux optimiser tes rendements. Donc, tu vois, il faut faire le retour sur investissement. En fait, il faut qu'ils comprennent. Ensuite, tu as vu, on a acheté les imprimantes 3D industrielles, on fabrique nos propres drones. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait voler des drones. En fait, on était sur la route et je vois les arrosages automatiques sur le palmier. Je dis, c'est pas possible, l'eau était inondée. Et j'arrive, je vois le professeur Zba, que tu as rencontré, Mohamed Zba. Et je lui dis, il n'y a pas quelque chose qui existe où on a cartographié les besoins en eau des plantes? Il me dit, je veux réfléchir et tout. Et en fait, c'est un Sénégalais qui l'a fait. Donc il a fallu digitaliser tout ça. On a digitalisé et on a fait ça un test sur une oliveraie. Pourquoi une oliveraie? Parce que c'est la première production du Maroc. Et on a fait un test pendant 18 mois où on fait voler des drones, on regardait les besoins en eau des plantes. On a fait 90% d'économie d'eau sur l'olivier. On a enlevé, alors aujourd'hui c'est de 25 à 90 parce qu'on a fait la tomate, on a fait la pastèque, on a fait plein de choses comme ça. Mais surtout on a enlevé certaines maladies. Pourquoi? Parce que quand tu arroses en automatique, selon l'altimétrie, c'est jamais bien plat, hein, le terrain, ça rentrait dans les racines l'eau et ça stagnait. Donc les racines, elles pourrissent. Et donc, qu'est-ce qui se fait? Ça faisait les maladies. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a vu des jeunes talents. Parce que c'est grâce aux talents, hein, ça on a fait avec les Marocains, parce que chaque fois qu'on s'installe au pays, on le fait ici en Côte d'Ivoire, avec les Ivoiriens, pour les Ivoiriens, par les Ivoiriens. D'ailleurs, c'est installé dans une université, c'est ça qui est bien. Absolument, à l'université Mohamed Ier, et on a créé le programme étudiant entrepreneur. Et donc, on a fait un test, on a vu des talents qui regardaient la maturité des fruits pour optimiser les récoltes. On fait plus de 60% d'économie sur les fruits qui tombaient. Et surtout, on gagne du temps. Mais il y a toujours de l'humain. Mais le drone, il vole tout seul, tous les jours. Il regarde. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a regardé les maladies grâce au drone. Donc, on peut rapidement isoler les parcelles, etc.
Donc voilà tout ce qu'on a fait en place. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait multiplier par 3 la production à l'hectare quand c'était adapté au sol et quand on mettait cette technologie-là. Donc il y a Elon Musk qui veut aller sur Mars pour cultiver. En fait, on peut rester sur notre planète parce qu'on peut multiplier par 3 les productions mondiales. Par contre, ce qu'il faut réfléchir, parce que je vais prendre le cas de la Côte d'Ivoire. Donc, vous faites du cacao, vous faites certaines productions de plantain, tout ça, et vous importez de la tomate et des oignons. Pourquoi? Parce que c'est plus rentable de faire du cacao, de la tomate, etc. Avec notre application, comment on fait le retour sur investissement? Il faut qu'ils comprennent, qu'ils voient. Dès 1 hectare, tu peux le faire. L'idée, c'est de faire pareil. Stéphane en a parlé du projet d'agriculture qu'on va mettre en place au hub. On va faire le même système où on va dire, voilà combien tu peux gagner pour vendre local. Parce qu'il faut réindustrialiser, il faut arrêter d'exporter, d'importer. Il faut essayer de faire du local. Justement, Jérôme, et nous, en Afrique, un des soucis majeurs qu'on a aussi, c'est le manque d'industrie nous avons. Et vous savez, peut-être, c'est aussi de voir aujourd'hui un pays comme la Côte d'Ivoire, en tout cas, moi, je le compare un petit peu au mien, et il y a beaucoup plus d'industrie en Côte d'Ivoire. Mais comment aujourd'hui on peut davantage apporter? Parce que vous savez, comme dans toute révolution industrielle, on a peur, il y a des questions, on se pose un million de questions, mais in fine, aujourd'hui, est-ce que, hier c'était le débat, est-ce que les gens ne vont pas perdre leur emploi? Parce qu'aujourd'hui, dans nos fermes, dans nos champs aussi, on a des petites mains qui viennent cultiver, et toutes ces solutions certains vont même arroser, etc. Donc, toutes ces solutions qu'on va ramener, est-ce qu'on ne va peut-être pas aussi empiéter sur ces personnes-là? Ça, c'est une question que moi je te pose. Mais une autre question, juste pour conclure la petite partie, mais techniquement aujourd'hui, est-ce que l'IA peut nous permettre de s'industrialiser davantage dans ce domaine de l'agriculture? Alors, j'aime pas le mot industrialiser, parce que ça déshumanise un petit peu. Mais un rappel, et mon frère Mohamedou l'a dit, moins d'1 hectare en Afrique, en moyenne, les exploitations. Donc il n'y a pas de personnel, hein. C'est l'auto-entrepreneur. J'exagère à peine, hein, on est bien d'accord. Hein. Et donc, du coup, ça va lui permettre d'optimiser sa récolte. Si on lui permet de multiplier par 2 ou par 3 sa production, il aura plus de revenus. Avec plus de revenus, on augmente le PIB du pays. Tu as vu ce qu'on a fait au Togo. Et donc, quand tu augmentes le PIB du pays, ça bénéficie à tout le monde parce que l'argent circule. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est leur expliquer. Il faut du cas concret. Les agriculteurs, ils veulent comprendre pourquoi il faut digitaliser, pourquoi il faut mettre ça, et quand tu leur expliques que ça va rentabiliser, etc. Et donc, pour répondre à ta question d'industrialiser, si après on fait de la tomate et des oignons ici, on va faire des sortes de coopératives, il faut faire du business. Donc, comment on va mieux? C'est du vendre du local pour respecter les objectifs de développement durable, etc. Et pourquoi pas faire des coopératives et industrialiser, comme tu dis, peut-être demain, exporter. Parce que si on a 10 000 à 1 hectare, ça fait 10 000 hectares. Et il faut leur faire comprendre qu'est-ce que ça leur apporte de se regrouper. Groupement d'achat, etc. Donc, toujours augmentation du revenu. Et en fait, moi, j'ai vu les agriculteurs au Maroc. Hein, je te raconte une petite histoire où le gouvernement, tu le sais, en plus, ils avaient mis des millions d'euros pour digitaliser l'agriculture, ça ne fonctionnait pas. Et quand je suis arrivé voir les agriculteurs, en plus, le ministre me présente comme l'IA, ils étaient là par les va-t'en, et je leur ai demandé comment ils avaient appris leur métier, etc., ce qu'ils voulaient transmettre, parce que je voulais toucher le cœur. Ils me disent oui, je pose, parce qu'au début personne ne voulait lever la main, je pose la question aux plus gros syndicalistes, de patrons d'entreprise. Ils m'ont dit bien sûr, j'ai 2 enfants, je veux leur transmettre, etc. Vous l'avez appris, on est allé à l'UVA, l'université d'agronomie et vétérinaire, l'UAV, comme le ministre, c'était rigolo. Et puis je pose la question à 4 ou 5, vous savez l'écrire tout ça? Oui, c'est l'écrire. Ça c'est digitalisé, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et là, il regarde le ministre, il dit, on ne pouvait pas nous expliquer que c'est ça, digitalisé? Je dis, mais j'ai pas fini. Comment vous raisonnez pour prendre vos décisions? Et là, ça a duré 1 heure. Et moi, mon père, depuis 50 ans, il écrit tous les trucs, la météo, le si. Je me disais, la donnée. Moi, je fais ci, moi, j'utilise Excel, moi, je regarde ci, ça. Je dis, là, l'IA va remplacer tout ce raisonnement que vous avez et va chercher toutes les données, va collecter toutes les données. Et on va prendre, vous allez avoir des KPE, je ne me rappelle plus en français comment on appelle les KPE. Et donc, du coup, ça va te permettre, toi, de prendre les meilleures décisions. C'est une aide à la décision. Et là, ils m'ont dit, on veut tous l'IA. Justement, Jérôme, c'est peut-être là où il faut peut-être aussi
peut-être sur la prochaine question que j'aurai tout à l'heure après l'intervention de Jacques à te poser, c'est la formation. Et c'est ce que tu fais au niveau de HumanIA aujourd'hui, parce que la question aujourd'hui, tu nous parles de l'IA, mais j'ai aussi compris que tu es en train de nous parler de Big Data également aussi tout à l'heure, lorsqu'on parle de ces données-là, comment on va les manipuler, comment ces données vont aussi permettre de donner des statistiques, etc. Aujourd'hui, avant, on perdait trop de temps à envoyer des gens dans les maisons avec le cahier, écrire, prendre des notes pour pouvoir après collecter des données, faire des statistiques qui sont parfois peut-être pas bidons, ou des fois l'agent qui va sur le terrain, s'il est fatigué, après il va noter ce qu'il veut, après voilà. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, ces données sont vraiment factuelles, qui vont être là, qu'on va pouvoir les utiliser et aussi faire des études beaucoup plus poussées. Mais tout cela va demander de la formation, et ça on est bien d'accord. Et peut-être Jacques, je pense que c'est là où moi j'ai peut-être une question aussi. Quels sont les outils que vous utilisez en tout cas d'IA pour intégrer en termes dans l'agriculture par exemple, mais aussi dans le cas concret de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de façon générale. Et on sait que le danger qui arrive aujourd'hui, ce n'est pas seulement le rendement, mais c'est aussi la sécurité des agriculteurs aussi. C'est lorsqu'ils vont dans les fermes, lorsqu'ils vont vendre aussi les récoltes en chemin, comment on peut aussi apporter des solutions. Je sais qu'avec les mobile money, tout ça, on essaie de digitaliser toutes ces transactions entre paysans et souvent les acheteurs. Mais aussi, ce sont des solutions qu'on peut aussi apporter qui ne sont peut-être pas directement dans la production, mais aussi dans la gestion des fermes. Parce que là aussi, il y a des outils, il y a des technologies, mais c'est aussi de nous parler de votre expérience personnelle au niveau de la Côte d'Ivoire et de nous dire qu'est-ce que vous apportez en tout cas et comment vous comptez apporter des solutions concrètes au cas spécifique de la Côte d'Ivoire. Écoutez, merci d'abord pour l'invitation. Je dis merci à M. Jérôme pour l'invitation. Merci à vous aussi de m'avoir donné la parole. Merci à tous ceux qui sont présents. Joule, d'abord, est né d'un cas concret, d'un use case très clair. Le fondateur de Joule, Joseph Bidé, après ses études, quand il rentre en Côte d'Ivoire, il y a son père qui a des plantations. Et son père lui vante au fait les mérites de ses plantations, de sorte à dire que les plantations produisent, elles produisent comme il faut, les plantations sont bien gérées. Donc, avec autant de choses qu'il a entendues, il décide de se rendre sur la plantation de son père. Et bien, il se rend compte que tout ce qui lui avait été donné comme information pour dire que les plants sont en bonne santé, la plantation est bonne, la plantation produit comme il faut, bah, c'était faux. C'était à la fin faux. Donc, l'idée que lui s'est donnée, c'est de dire, OK, comment est-ce que moi, je peux trouver une solution qui va permettre de diagnostiquer les plantations, d'optimiser leur gestion et surtout de prédire, d'anticiper les rendements. Parce que ce que son père ne savait pas en ce moment-là, c'était pour la parcelle qu'il avait, combien cela devait produire. Donc, pour une parcelle, par exemple, qui devait produire 2 tonnes, son père, lui, ne se satisfaisait que seulement que d'une tonne ou de 500 kilos parce qu'il ne savait pas. Donc, c'est comme ça que nous avons commencé déjà avec les petits producteurs. Lorsque nous avons commencé, pour tout outil d'IA, la première question fondamentale, c'est les données. Il faut pouvoir avoir des données. Et quand on a commencé, en Côte d'Ivoire, on va dire que les données sont là, mais elles ne sont pas numérisées. Donc, autant dire que... Est-ce qu'on ne va peut-être pas faire attention aux histoires des données, parce qu'hier, la question des données à caractère personnel, elle était posée. Et on voulait peut-être faire il y avait un panel prévu sur ça, mais la question des données est sensible. Et nous savons que c'est très sensible. Et les agriculteurs, souvent, ils ont peur de leurs données. Ils ont peur aussi de donner l'information par peur de la concurrence. Parce que souvent, c'est ça le danger aussi. Lorsqu'on vient collecter leurs informations, comment ils utilisent. C'est sensible. Oui, ici, les données que nous collectons ne sont pas des données sur les producteurs en tant que tels. On parle de données à caractère personnel lorsque les données là touchent directement le producteur, la vie du producteur, son nom, son prénom, sa carte nationale d'identité, le numéro de sa carte nationale d'identité. Mais chez nous, ce sont les données sur les parcelles immédiatement qui nous intéressaient. Dans un premier lieu, l'une de ces données-là se terre. Où est-ce que la parcelle se trouve? Pour ça, nous délimitions la parcelle. M. Jérôme l'a dit tout à l'heure, là où même la parcelle se trouve est un indicateur
de ce que la parcelle va produire en fonction de la culture que vous y mettez. Donc, quand on arrivait, l'objectif c'était, OK, on va délimiter la parcelle, on va survoler la parcelle avec des drones, parce qu'on travaille avec des drones et aussi avec des ingénieurs. Donc, après avoir survolé la parcelle, notre objectif c'est de dire, à partir de nos algorithmes, votre parcelle ne se porte pas bien, voici les problèmes que vous avez, voici les moyens de rémédiation que vous pouvez appliquer. Mais comme je disais au départ, il n'y a pas de données. Donc, lorsqu'on arrivait sur une parcelle, il nous a fallu faire d'abord, en premier lieu, un travail de pédagogie, parce que quand vous venez, un producteur, il se braque tout de suite, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est trop de choses. La peur, immédiatement. Donc, vous pouvez lui expliquer, mais dans bien des cas, il ne comprend pas. Et ce qu'on fait, c'est qu'on s'est dit, cette pédagogie-là, ça passe par ce qu'il voit immédiatement. Voilà, donc, exactement. Donc, ce qu'on fait, c'est que, bien que dans certains cas, ce n'était pas nécessaire, on lui pose une certaine question. Quand tu pulvérises sur ta parcelle, là, quand tu mets de l'eau sur les plants, sur une parcelle de 1 hectare, combien tu fais? Combien de temps tu prends? Il va nous dire bien souvent, je ne peux pas faire ça seul, parce que ça va prendre beaucoup trop de jours. Donc, je vais prendre les jeunes du village, ils vont venir, et quand ils vont venir, je peux les payer 2000 par jour sur une parcelle d'1 hectare. Ils peuvent prendre 3 à 4 jours. On dit, OK, il n'y a pas de problème. Tu vois ce drone qui est là? Avec ce drone, la même superficie, on l'a fait en 5 minutes. Il dit, ah bon? S'il ne parle pas le français, il dit ça dans sa langue, ah bon? Faites, je vais voir. Donc, quand on le fait, il voit, on a fini, il se promène dans lui-même sa parcelle et il essaie de toucher les arbres pour voir réellement est-ce que ça a touché, il y a eu de l'impact. Et dès qu'il voit, il comprend, il dit, OK, ce que vous êtes venu faire, faites-le, et je sais que ma plantation va pouvoir produire. Donc, il y a à côté de l'utilisation des données, il y a un énorme travail de pédagogie qui est fait pour dire que ces outils qui viennent là ne sont pas un danger, selon bien entendu leur utilisation. Nous, à Joule, on les utilise pour améliorer le rendement des producteurs. Parce qu'en fin de journée, si vous demandez à un producteur qu'est-ce qui est le plus important, c'est l'argent. C'est combien est-ce qu'il va gagner. Donc, tous les moyens qui vont permettre, dans la mesure du possible, de permettre à ce producteur-là de gagner plus, donc de produire beaucoup plus, c'est ce qu'il veut. Vous parliez tout à l'heure aussi des transports. Joule, pour l'instant, n'est pas encore en train de rentrer dans les transports parce que ce que nous avons eu à cœur dans un premier temps, à partir d'abord de l'expérience du fondateur, c'était comment améliorer sur place les rendements des plantations. Peu importe la culture, comment améliorer ces rendements-là. Mais justement, quand vous avez parlé de ça, est-ce que quelque part, et c'est pas peut-être vous avez dû penser à ça, mais aussi c'est les domaines les domaines de l'État. C'est-à-dire que tout ce qui est les cadastres, peut-être que ça peut être intéressant aussi pour avoir un petit peu de données. Parce que si dans nos pays, vous savez, partout en Afrique, on a ces problèmes de litiges fonciers qui se promènent. Donc, ce qui fait qu'il faut peut-être voir aussi, est-ce que l'intelligence artificielle ne peut pas permettre aujourd'hui de travailler sur ça? Parce qu'on parle d'identifiant unique, on parle d'identité numérique, etc. Ça aussi, c'est un projet. Et ça, peut-être que vous avez pensé. Mais peut-être c'est là où les données peuvent venir, parce qu'en ce moment-là, c'est l'État qui a les données sur l'ensemble du territoire. Et derrière, c'est sensible. Ça reste un sujet compliqué. Très mais en tout cas, moi, je vais peut-être vous épargner de répondre à cette question qui, je vois que tout le monde commence à dire « Oh là là, qu'est-ce qui nous ramène à Amadou ?» Mais bon, c'est souvent ça le débat, parce que l'audience peut avoir aussi des idées, peut-être des questions à poser à ces sujets-là. Et c'est peut-être là qu'on essaie de débattre. Mais je pense que dans votre intervention, vous avez fait comprendre tout simplement que vous avez des technologies capables de faire ce travail s'il le faut. S'il le faut. Donc je pense que je vous épargne ça. C'est peut-être là où le grand frère Mamadou, lui, comment il perçoit l'agriculture aujourd'hui et l'IA, et est-ce que des réticences ou des freins culturels, économiques à son adoptation sont encore d'actualité, ou est-ce que les gens sont informés, est-ce qu'ils sont formés pour ça? Parce que vous récoltez énormément d'informations, d'avis dans vos différentes magazines, mais aussi dans les ateliers, dans les tables rondes, dans les forums, quand vous participez. Qu'est-ce que les gens ils en pensent? Parce qu'on a tendance à voir qu'en Afrique anglophone, ils sont plus en avant sur ces technologies-là. Et il y a aussi des mécanismes qui ont été beaucoup mis en place.
Nous savons que la Côte d'Ivoire est en train de traverser une stratégie nationale sur la transformation digitale et surtout l'IA. Mais il y a les New Deal au Sénégal aussi cette semaine. Donc, on s'est dit, ça bouge en Afrique. Et là, l'Afrique de l'Ouest, nous, on est content aussi de voir que du côté francophone, qu'on essaie d'avoir ces leaderships aussi pour que notre région aussi puisse apporter des solutions. Parce que, bon, hier, on nous a parlé toujours du modèle de PESA, du Kenya. Moi, j'aimerais bien qu'on parle de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Mali, je sais pas, du Bénin, du Niger, tout ça. Donc, qu'est-ce que vous en savez et qu'est-ce qui, dans les coulisses, qu'est-ce qu'on dit? Voilà, c'est ça aussi. Très bien, merci, cher Amadou. Tu as touché un point très important, c'est la partie formation et la partie sensibilisation. Quand on parle, même après les indépendances, jusqu'à présent, quand on parlait quelqu'un qui allait faire des études d'agronomie en Europe, qui revenait s'intéresser à la terre, on disait qu'il perdait son temps, quoi. Et les jeunes aujourd'hui également, quand on leur parle d'agriculture, quand on parle d'agritech, donc ils sont plutôt réticents. Ils ne veulent pas peut-être toucher la terre, ils ne veulent pas. Ils trouvent que c'est dévalorisant de toucher de la main donc des métiers comme l'agriculture, etc. Mais dès qu'on leur parle de drones, on leur parle de technologie, là, on a un autre mindset. Donc je pense qu'il y a un effort à faire à ce niveau-là pour former davantage cette jeunesse à l'agriculture qui est un pourvoyeur d'emplois. Quand on voit le nombre d'emplois que ça peut créer, il n'y a aucun autre secteur d'activité dans le monde qui pourrait le créer. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit le taux de chômage qu'on connaît et puis la croissance démographique de l'Afrique, donc non seulement en s'intéressant davantage à l'agriculture, on peut absorber ce gap en matière donc, de croissance économique et de besoins en termes d'emploi, et également on peut subvenir à l'autosuffisance alimentaire ou à la sécurité alimentaire, qui est un point très important qu'on n'a pas pu aborder dans ces échanges-là. Et je pense qu'on doit davantage former ou créer des écoles d'agronomie pour former ces jeunes et davantage les intéresser à cela, parce que si on n'arrive pas à produire ce qui nous servira de vivre, donc je pense que ça aura des répercussions plus tard. Et un autre point qui me semble très important à ce niveau-là, c'est également toute la chaîne logistique. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit, c'est très bien de produire, mais également de pouvoir transformer et de pouvoir acheminer ces produits vers des centres comme la capitale ou vers les ports pour pouvoir exporter. Et quand on voit que dans certaines régions, on vous dit produisez pour faire nourrir la population. Donc les gens produisent énormément de produits, mais apparemment ces produits ne finissent par pourrir parce qu'il n'y a pas d'unité de transformation, il n'y a pas d'unité de stockage. Donc je pense qu'il y a tous des métiers comme ça autour de la production agricole qu'on devrait travailler davantage pour accompagner cette agriculture qui arrive. Et il n'y a pas que la partie agricole, il n'y a pas la partie technique, il y a la partie logistique, la partie commercialisation. Donc on devrait davantage créer des écoles de formation pour justement accompagner cette jeunesse dans toute cette chaîne logistique qui va de la production à la commercialisation en passant par le stockage et la transformation. C'est très important, mon avis. Merci en tout cas. Et peut-être c'est là où Jérôme, aujourd'hui, on sait que les données, et il en a parlé Jacques tout à l'heure, jouent un rôle important aujourd'hui. Mais comment aussi garantir la collecte et l'utilisation optimale de ces données en milieu, en tout cas agricole, mais aussi comment respecter la souveraineté aussi des agriculteurs aussi, parce que c'est cette question-là qui est importante aussi, parce que ça reste leurs données. Mais Mamadou, il a soulevé un point qui est essentiel en disant de créer davantage d'écoles d'agronomes. Et moi qui suis peut-être président d'une université virtuelle dans mon pays, mais aussi qui travaille sur le digital, je ne suis pas contre la création de ces écoles, mais est-ce que, tout à l'heure on a parlé avec Mamadou sur l'IVS qui était une référence, mais qui a eu un changement de nom. Et en fait, on est en avance en réalité sur certaines technologies. Mais comment créer davantage de formation, comme il l'a dit Mamadou, pour en fait venir vers les métiers de l'avenir. Parce qu'on parle de beaucoup de nouveaux métiers, c'est les métiers de demain. L'agriculteur, il va rester, mais il va sous une autre forme. En fait, il va être beaucoup plus moderne, comme il a dit Jacques, beaucoup plus rapide, efficace. De toute façon, nous, sur le continent le plus jeune, c'est l'Afrique. L'avenir du monde, ça va être l'Afrique. Il a parlé tantôt de cette dépendance à l'Ukraine par rapport au blé. Mais c'est de dire qu'on a tellement de terres en Afrique, on a tellement de main-d'œuvre de jeunes. Mais la question, c'est qu'on n'est pas aussi nombreux, en fait. Tant qu'on ne domine pas nos terres, on ne pourra pas les rendre aussi optimales que nécessaires. Alors, est-ce que l'IA peut être aussi un avantage à ce niveau-là? Et Human AI, en fait, concrètement, tu fais beaucoup de formations, Jérôme, et je pense qu'il y a
un vivier qui est là, il y a des pépinières qui sont là. Et comment le mettre au service en fait, de la population en fonction de nos réalités? Parce que c'est ça la question aujourd'hui. C'est la clé. Quand on parle de sensibilisation, ce qu'on fait, nous, c'est d'expliquer la technologie. Parce que l'IA, les gens ne comprennent pas ce qu'elle peut leur apporter. Et quand on vous explique la technologie, déjà on vous la démystifie, parce que vous avez peur, vous pensez aux robots qui vont remplacer les humains, etc. Première chose. Ensuite, on vous donne on vous explique ce que c'est vraiment que l'intelligence artificielle, et on va vous donner plein de use cases, mais dans chacun de vos domaines d'activité. Parce qu'il faut que vous reconnaissiez dans cela, qu'est-ce que ça va m'apporter à moi? Parce que c'est le moi qui compte à chaque fois. C'est oui, bon, l'IA, c'est bien pour les autres, et pour moi, qu'est-ce que ça va m'apporter? Donc, dans nos formations, on fait ça. Et comme ça, vous êtes donc démystification, sensibilisation, acculturation, et derrière, adoption. Vous voulez cette solution-là pour vous. Pourquoi? Le revenu. C'est ce que je disais tout à l'heure en préambule. On a vu tout de suite, c'était le revenu par hectare. Certains ne savaient même pas la production par hectare, enfin, ces chiffres-là. D'où la collecte de la donnée dans ta question était compliquée. Et on a créé le programme K19 Class, que mon frère Mohamedou et certains conférenciers ont vu, c'est que dès l'âge de 3 ans, on a culture en mathématiques, et à 9 ans, on fait des use cases, c'est-à-dire que les enfants, on leur apprend à faire des poubelles autonomes. Qu'avec du matériel de récupération, on est en Afrique, ce qu'on appelle le low-tech, et on fait des détecteurs d'incendie, des alarmes, des choses qui peuvent ramener à la maison, des petits robots, etc. On leur apprend la programmation, on leur apprend tout ça. Et on s'est dit qu'on va aller plus loin, et on va peut-être l'annoncer bientôt, mais l'idée, c'est de faire dans les écoles, dès le plus jeune âge, à 9 ans, de faire des parcelles d'agriculture dans les écoles, de faire des choses pour la santé, que les enfants, on va leur apprendre ce que le drone, ils aiment jouer. Et par le jeu, ils vont très vite. Ils retiennent très vite. Et ça, si on leur apprend comment cultiver à l'école, et que ça va faire, ils vont se nourrir eux-mêmes, puisqu'on le fera à l'école. Derrière, ils vont l'importer à la maison. Papa, regarde ce que ça apporte. Mais Jérôme, en fait, toi qui aujourd'hui conseille les gouvernements comme au Togo, par exemple, parce qu'en fait, ce que tu es en train de dire, c'est tellement important. Mais moi, monsieur tout le monde, est-ce que j'ai les moyens que mon enfant puisse bénéficier de toutes ces formations? C'est peut-être délicat. C'est le sujet. Ce sujet-là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu conseilles au gouvernement, aux institutions pour pouvoir accélérer l'adoption aussi de cela et de ces politiques-là aujourd'hui? C'est l'exemplarité, c'est le résultat. Et en fait, on a fait la semaine de l'IA au Togo, ils ont vu ce que ça faisait et l'engouement des enfants. Aujourd'hui, l'Afrique, ça va être... aujourd'hui, déjà, la jeunesse africaine, qu'est-ce qu'on en fait? Les drogues augmentent, les suicides augmentent, les maladies mentales augmentent dans la jeunesse. La prostitution augmente parce qu'ils n'ont pas de visibilité d'avenir. Donc si les États ne prennent pas des décisions, Africa Gap, 80% de l'ultra-pauvreté en 2030 sera africaine. Il faut qu'on change ça. Donc ils ont compris qu'il y avait une urgence, ça va renverser les gouvernements. Donc il faut aussi qu'ils comprennent ce que ça va faire. Et quand tu mets tout ça en place, ça donne une visibilité aux enfants. De se dire, je peux avoir un avenir. Et tu sais, ça va vite. Ça communique, etc. Donc la plus grosse difficulté, c'est l'éducation auprès des dirigeants aussi. Et ça, je le vois, ça met du temps. Mais il faut faire des semaines de l'IA, des journées de l'IA. Et nous sommes tous acteurs. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est quand vous sortez de nos journées de l'IA, c'est que vous ayez compris la technologie et que vous alliez prendre votre bâton de pèlerin et dire à tous, voilà ce que peut apporter l'IA. On doit être tous acteurs de ce changement. L'avenir nous appartient, mais on est tous acteurs. Et ça, c'est hyper primordial. Et donc, sensibilisation auprès des dirigeants, c'est difficile, mais quand tu fais des cas pratiques, il ne faut pas parler, on va faire. Au Togo, on a fait, et on en parle maintenant. Même s'il y en a qui disent que c'est eux qui l'ont fait. Mais ce n'est pas grave, on en parle. C'est ça qui est important. Et donc, du coup, c'est de montrer par des use cases ce que ça va apporter à un État. Tu vois, la vérification de vie biométrique pour le paiement des pensions et des retraites, 120 millions d'euros d'économisés. Ces 120 millions d'euros, on les a mis dans l'assurance maladie universelle. Tous les Togolais ont droit à la maladie, enfin, à remboursement de soins. On a créé un hôpital de niveau 4. On a mis de la technologie à l'intérieur pour la confidentialité des données. On a fait un data center, on a fait un supercalculateur. Par contre, on n'a pas dit, le data center, il est là. On ne fait pas de publicité là-dessus.
mais tu connais les raisons pourquoi. Il faut démontrer ce que la technologie va apporter à chaque citoyen. Et là, les citoyens se sentent concernés. Et je suis content que Jacques soit là parce qu'on a la même expérience. Et on a les mêmes... Parce que les gens veulent comprendre, oui, et moi, qu'est-ce que ça va m'apporter, comment? La sensibilisation, l'éducation. Et derrière, on a créé des formations pour chaque métier. Qu'est-ce que ça va apporter l'IA? Mais par contre, il faut leur expliquer qu'est-ce que c'est que l'IA. Avant, tu vois, je vois souvent des formations sur ChatGPT. C'est comme si tu passais le permis de conduire et tu n'as pas passé le code. Le code, c'est la sensibilisation, c'est l'explication pour qu'elle soit adoptée, cette technologie-là. Et comme ça, tu comprendras mieux cette technologie-là. Et tous, demain, vous tous, vous pourrez être des entrepreneurs dans la tech. Concrètement, Jérôme, aujourd'hui, Human AI, parce qu'il y a des jeunes dans la salle ou peut-être donc se disent, mais oui, mais qu'est-ce que moi je peux profiter de ça à la sortie de ces journées et comment je peux aussi me former, m'informer, parce que c'est aussi l'information qui manque souvent, c'est d'avoir la bonne information, le lieu où il faut, parce que la plupart du temps, et lorsqu'on dit il y a des activités, il y a des formations, il y a des séminaires, c'est gratuit, les gens n'aiment pas venir, ils ne viennent pas. Parce qu'ils disent, oh bon, c'est gratuit, c'est que ce n'est pas sérieux. Sauf que derrière, aujourd'hui, Human AI et tout ce que tu fais, la plupart, c'est des formations qui sont gratuites. Mais c'est de dire que c'est des formations qui sont gratuites, mais derrière, en fait, c'est fait pour que les gens puissent bénéficier parce qu'on a besoin de cette inclusion aussi numérique. On a besoin que ça soit vulgarisé et on a besoin de ramasser à l'appel, si on veut, des talents qui sont formés sur ça. Mais peut-être Jacques aussi pourra nous parler aussi s'il y a d'autres initiatives, parce que je suppose que vous n'êtes pas le seul dans ce domaine en Côte d'Ivoire. Peut-être de ne pas faire la publicité pour vos concurrents, mais c'est de dire qu'il y a d'autres projets qui sont en train d'émerger. Et Jérôme pourra aussi rebondir, s'il le souhaite, sur cette partie-là, parce qu'avec Humania, forcément, il y a des ambassadeurs ici en Côte d'Ivoire. Quels sont les projets qui sont dans ce sens aussi? Parce que les gens ont besoin aussi de savoir, tiens, j'ai une ferme et peut-être qu'il y a une solution IA quelque part qui peut me permettre de rentabiliser. Qui contacter, qui voir aussi. C'est ça le réseau aussi, Humania, et aussi, hein, c'est peut-être de partager les compétences. C'est aussi de l'intelligence collective aussi. Voilà. Oui, en ce qui concerne les projets, M. Mamadou parlait tout à l'heure de former, par exemple, de nouveaux ingénieurs agronomes. Nous, par exemple, à Joule, je dirais, on n'a pas besoin d'ingénieurs agronomes, nous. On a besoin d'agrotech. Ce qui veut dire que bien souvent, lorsque nous recrutons ou lorsqu'on lance des campagnes, l'ingénieur agronome classique, il ne peut pas nous arranger à cause de ce qu'on va faire. Parce que je disais tout à l'heure à M. Médien, collaborateur avec qui je parlais, qu'il y a quelques mois de cela, lorsqu'on faisait un audit de plantation, lorsqu'on va sur une plantation, on faisait l'audit à la façon classique. C'est-à-dire, pour une plantation donnée d'1 hectare, pour faire un réel audit, un ingénieur agronome va se promener partout dans la plantation pour pouvoir donner réellement l'état de santé des plantes. Et ça, c'est de façon visuelle selon son expérience. Donc, cet audit-là, par exemple, peut prendre des jours. Parce que s'il part sur un principe de je peut-être divise la plantation en 500 mètres carrés ou 200 mètres carrés, chaque jour, ou bien à chaque heure ou chaque demi-journée, je passe dans une superficie donnée, j'essaie de voir tout ce qu'il y a à voir, j'essaie de tout noter. Donc, un ingénieur pareil, nous aujourd'hui, avec ce genre de méthode, avec ce genre de méthode, lorsqu'on allait pour un seul producteur, on pouvait prendre des jours sur sa plantation. Aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est qu'un ingénieur qui rentre chez nous, tu dois savoir piloter un drone. Avec ce drone, lorsqu'il y a une mission avant, c'est qu'on avait besoin d'un ingénieur agronome classique, un pilote de drone pour partir sur une plantation. Ça faisait énormément de coûts. Aujourd'hui, tu es un ingénieur, toi seul tu pars. Quand tu pars, tu as un drone, tu as un ordinateur. Quand tu arrives sur la plantation du producteur, tu délimites sa plantation, tu survoles sa plantation. Avec le drone, tu récoltes des images, tu traites ces images. Quand tu finis de traiter ces images, on a une intelligence artificielle qui va, sur l'image obtenue, entourer directement des zones. Donc, tu n'as plus à te promener dans toute la plantation. L'intelligence artificielle va te dire, sur cette partie-là, il y a quelque chose. Pour l'instant, l'intelligence artificielle ne te dit pas qu'est-ce qu'il y a exactement. Il te dit juste qu'il y a une anomalie. Toi, maintenant, en tant qu'ingénieur, là, ta formation classique vient et va dire, OK, l'IA a détecté quelque chose. Il se trouve que
ce table, par exemple, que l'IA a détecté, que l'IA a entouré, a un retard de croissance, c'est-à-dire n'a pas la même taille que les autres. Ça peut être dû à une carence, ça peut être dû à quoi que ce soit. Donc à la fin, l'ingénieur agronome classique va noter cette partie et ces données-là que nous allons prendre après pour essayer maintenant d'adapter notre IA. Donc, en termes de formation, ce que nous avons mis en place, c'est que parce qu'actuellement, dans toutes les écoles, ce sont des ingénieurs classiques qui sont recrutés. Lorsqu'un ingénieur rentre, nous avons notre académie de formation pour ceux qui sont en interne, qui apprennent à piloter le drone, des drones de pulvérisation comme des drones de cartographie. À côté de cela, il y a un certain nombre d'algorithmes. Comme je dis, c'est un agrotech. Donc, quelque part, tu es agronome, mais il faudrait que des notions d'informatique, bien tu aies le sens de l'informatique. Donc, il y a ce qu'on appelle certains algorithmes qui sont utilisés, où on forme même les gars. C'est là où peut-être tu reprends une problématique donnée, parce qu'aujourd'hui, la question, c'est qu'avec l'IA, beaucoup pensent qu'ils vont perdre leur boulot. Voilà, et là, c'est peut-être là où on parle de nouveaux métiers. Ces nouveaux métiers, en réalité, c'est des métiers qui n'existent pas, mais en réalité, qui sont là, mais il faut juste qu'on change de formulation, qu'on réadapte, qu'on reforme. Parce que l'ingénieur qui, aujourd'hui, il n'est pas agrotech, c'est ça. Hein. Donc, ça veut dire que le nouveau nom qu'on va donner, ce n'est plus l'ingénieur agronome, mais c'est un agrotech, mais c'est le même monsieur qui va être adapté, qui va se former, qui va évoluer. Parce que ça, c'est le danger aussi, souvent. Certains, anciennement, refusaient de progresser ou de s'adapter. On trouvait des ingénieurs ou peut-être des gens qui, dans certains, ils ont des diplômes, des gros diplômes, mais ils te disent que je ne sais pas utiliser l'ordinateur encore. Donc, aujourd'hui, c'est fini. Donc, la question aujourd'hui, c'est de rassurer en disant que peut-être l'ingénieur agronome, on va peut-être, Mamadou veut rebondir sur ça, mais c'est lui qui va être l'agrotech, en fait, tout simplement. Je pense que c'est à tous les niveaux. Hein. Donc, on n'a pas besoin que des gens qui ont des profils d'ingénieurs. On a besoin, c'est comme dans une équipe de foot. Il y a des défenseurs, il y a des attaquants, il y a des ailiers, etc. Donc, c'est comme dans tout secteur. Donc, on a besoin, effectivement, donc, de techniciens supérieurs. On a besoin d'ingénieurs. On a des gens de base qui peuvent peut-être faire des choses, des travaux de base. Donc, c'est à toutes les échelles. À toutes les échelles, je pense. La formation doit être globale et globalisante. Donc, je pense qu'il y a une partie sensibilisation également qui doit jouer un rôle fondamental auprès de cette jeunesse qui a des a priori ou qui considère que ces métiers liés à la terre, liés à la main sont dégradants ou dévalorisants. Donc je pense qu'il y a un travail de sensibilisation à faire et je pense que des métiers comme des initiatives comme Human AI peuvent justement organiser des ateliers et apporter toutes les connaissances et tous les avantages liés à la mise en place donc, de ces solutions liées à l'IA pour l'agriculture ou l'agritech. Donc je pense que c'est valable aussi bien dans l'agritech que dans les autres métiers liés au développement de l'IA en Afrique, notamment dans l'éducation, dans la santé et dans tous les secteurs. On a besoin également dans la santé de médecins, certes, de gens qui savent faire des diagnostics, mais également on a besoin de gens qui accompagnent. Donc c'est dans tous les secteurs d'activité, je crois. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on ne fera plus le métier de la même façon. Quand l'imprimerie est arrivée, tout le monde a eu peur. Aujourd'hui, on a des livres. Quand la voiture est arrivée, les cochers ont combattu la voiture. Qui c'est qui a gagné? Et la voiture, vous l'utilisez tous ou pas? Ou bien? On est bien d'accord. Et aujourd'hui, elle est devenue indispensable. Quand l'ordinateur est arrivé, il nous a optimisé. On a gagné du temps. Moi, je me rappelle, vous êtes jeune, mais moi, j'ai connu ma mère dactylo au départ. La machine à écrire, où elle effaçait avec du blanc. Après, il y avait une ligne qu'on pouvait modifier seulement. Et aujourd'hui, l'ordinateur est arrivé. Il y a eu des outils comme Word et Excel. Il a fallu de la formation, mais vous les avez adoptés. L'IA, c'est pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les métiers, la technologie va faire partie intégrante. Et donc, quand vous avez eu ces téléphones, on est passé au smartphone, vous savez les utiliser. Donc, il ne faut pas avoir peur. Chaque fois, vous avez été dans l'adaptabilité. Donc, l'humain, on est très fort et vous avez tous des talents. Mais il n'y en a aucun qui n'en a pas. Il suffit juste de détecter ce que vous avez au plus profond de votre cœur. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de philosophie, de psychologie, etc. Parce que c'est là qu'on parle de sensibilisation. Il faut vous redonner confiance aussi, de se dire, mais non, c'est facile la technologie. Oui, j'ai su maîtriser l'ordinateur. Oui, j'ai su maîtriser Word et Excel. Mais demain, ça va être des outils d'intelligence artificielle. Et tu parlais des formations que l'on fait, c'est des formations light, d'acculturation, de sensibilisation pour adopter. Et on fait beaucoup de formations sur les outils. On est une famille chez Human AI. Et tu sais, c'est grâce à toi aussi, Amadou Diawara. Je t'ai copié, mais copié dans la formation. Donc, moi, je suis avec toi au cluster digital. Il n'y a pas de concurrence. Tout à l'heure, tu disais, les concurrents. On n'est pas assez à le faire. Donc, il faut qu'on soit tous ensemble. Parce qu'il faut former 650 millions d'Africains
d'ici 2030 dans le numérique. Et je peux vous dire qu'on est en retard. On est d'accord, hein. Et il y a une étude de Pôle emploi en France, ça s'appelle France au travail maintenant, 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore en France. Ça fait peur. Mais en même temps, ça ne fait pas peur parce que c'est vous. La solution, c'est vous. Il faut que vous adoptiez cette technologie, que vous la compreniez. Et nos ambassadeurs, donc, on fait en sorte de leur transmettre, et je suis très heureux qu'il y en ait beaucoup aujourd'hui et qui nous soutiennent. On va arriver aux 40 000 là, je pense, dans pas longtemps. Et l'idée, c'est de donner des formations light sur la IA et vidéo, IA et marketing, IA, peu importe, pour susciter aussi des vocations. Et j'ai une Sénégalaise que tu connais, Soukenatou Diop. Elle était professeure, que tu connais aussi, professeure de lettres, elle a une maladie insidieuse. J'ai dit, mais attends, tu adores l'IA, parce qu'elle était ambassadrice. Aujourd'hui, elle est référente du numérique au ministère de l'Enseignement. Parce qu'elle a voulu, on l'a aidée, et derrière... Vous savez, quand je vois Mastercard Foundation ou autre, parce que notre ami Cédina m'a encore envoyé un message de soutien aujourd'hui, des fois on a du mal à remplir les formations. Et nous, on fait l'inverse, c'est-à-dire que de se dire on va les sensibiliser pour qu'ils aient envie d'être formés. Et là, si on a 100 jeunes, on va dire ben voilà, on a 100 jeunes formés, on va trouver des bailleurs pour essayer de payer la formation. Parce qu'ils sont motivés, parce qu'ils nous ont prouvé qu'ils voulaient. Et donc, c'est de trouver des alternatives comme ça, mais il faudrait plus de Human AI. Il faudrait tous qu'on soit ensemble, et plus chacun de son côté. Tous les deux, on travaille beaucoup ensemble, mais on n'a pas d'ego. L'ego est au service du collectif. Jérôme, le souci aussi, c'est que, moi, comme tu le sais, on essaie de former beaucoup de jeunes. Et au niveau du cluster du Africa, j'en ai formé peut-être un millier de personnes. Comme tu le sais, tous les ans, on essaie de lancer cette campagne de 10 000 jeunes à former en entrepreneuriat innovant, création de start-up. Mais souvent, c'est que le constat que moi je fais, c'est que les jeunes souvent se disent ça ne sert à rien de faire toutes ces formations parce qu'il n'y aura rien derrière. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'ils se posent la question. Maintenant, comment leur dire, en fait, quand vous venez vous former, on va vous accompagner vers la création de vos startups, vers la création d'entreprises. Et voilà, en fait, est-ce que vous avez pensé à des mécanismes d'accompagnement au-delà de la formation? Tu sais ce qu'on a fait avant de faire la SIA au Togo? Je suis allé voir la Confédération Générale des Entreprises. On a signé avec la Confédération Générale des Entreprises d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Au Maroc, avec la CGEM. On a dit, on va vous former des talents. Et ces talents-là, il faut les embaucher après. Parce que vous allez en avoir besoin, ils vont être optimisés, etc. Et en fait, c'est le retour sur investissement du collaborateur. Qu'est-ce qu'il va te rapporter? Moi, j'ai trop vu de stratégie nationale de l'IA où on ne rassemble pas tous les écosystèmes. Qu'est-ce qui va faire que ça fonctionne la stratégie? C'est les entreprises. Et avant de faire les JA, je suis allé voir tout le monde. Je suis allé voir Assalfo qui est là, de lui parler de notre projet. Et je suis très heureux qu'il soit avec nous, qu'il l'ait convaincu. Parce que c'est de faire de la Côte d'Ivoire un pays leader. C'est de vous prendre tous en main et de participer à ce développement-là. Mais ça passe par l'économie. Si tu ne sensibilises pas les chefs d'entreprise sur ce que ça va leur apporter, c'est pour ça que la sensibilisation, la formation de la sensibilisation, elle est du top management à tout le monde. Tout le monde est concerné pour comprendre ce que l'IA va apporter et du coup, il va investir. Tu te rends compte qu'on multiplie en moyenne par 3,5 les profits dans une entreprise quand on implémente l'IA, par 3,5. Quelle technologie te le permet? Et c'est rentabilisé en moins de 12 mois. Ce n'est pas mes chiffres, hein. Les études de Microsoft, de McKinsey, de Boston Consulting Group, etc. Même voire plus quand ce n'est pas digitalisé. Parce que tu apportes vraiment en plus. On a multiplié par 10 des chiffres d'affaires. Des chiffres d'affaires. Et les profits, je ne te raconte pas. Puisque c'était digitalisé, etc. Donc c'est ça qui est hyper important. Voilà, maintenant, pour faire la transition, c'est peut-être aussi, est-ce que tu as quel conseil tu donnerais à un investisseur ou en tout cas à un jeune qui veut se lancer dans l'IA avec l'agriculture, par exemple? Alors, cas, déjà, le cas particulièrement en Afrique. Hein. Déjà, quand on dit il y a des problèmes, il y a des solutions. Moi, j'aime pas ce mot problème. Il y a des problématiques et on va trouver des solutions. L'IA, il faut la comprendre. Et quand je dis vous tous, vous pouvez devenir entrepreneur, pourquoi? Parce que si vous comprenez comment fonctionne l'IA, vous n'avez pas besoin de faire des algorithmes, de développer ou pas. Vous allez réfléchir à une solution. Et nous, qu'est-ce qu'on fait chez Human AI? On rentre à 50% dans une entreprise en phase d'amorçage. C'est-à-dire que vous venez me voir, vous avez un projet. Ce projet-là n'est pas valorisé. Nous, on va rentrer 3 à 5 ans maximum, ce qu'on appelle le early stage en business angel. Mais on va vous mettre un directeur marketing, un développeur, un directeur financier,
un chef d'entreprise qui va vous mentorer gratuitement, parce que lui aussi, il aura un pourcentage. Dans les 50%, ce n'est pas Yomaneai qui les garde. On donne 5% financier, 10% au chef d'entreprise. Il va vous mentorer, on va vous apporter. Et surtout, le réseau, le faire savoir, parce qu'il y a le savoir-faire et il y a le faire savoir. C'est dur, le faire savoir. Et nous, on a ce réseau-là, grâce à mon frère, son magazine qui est exceptionnel, grâce à toi, on est tous ensemble parce qu'on veut faire savoir. Et c'est ça qui est hyper important. Et au bout de 3 ans, tu vas récupérer tes parts, ou 5 ans maximum, tu vas récupérer tes parts, mais que c'est nous qu'on a créé la richesse pour que tu les rachètes. Donc tu es gagnant-gagnant, on ne va pas rester 10 ans, on ne va pas partager. Donc il faut changer ces mindsets-là, il faut trouver ces solutions-là, et vous tous, vous pouvez, si vous comprenez la technologie, vous pouvez être un entrepreneur de l'IA. Et si vous répondez à cette problématique qu'on a dans votre pays, mais elle est duplicable dans tous les pays, hein, puisqu'on a tous la même problématique dans tous les pays. Et donc, peut-être que vous allez réussir à sauver la planète parce que vous allez comprendre ce que c'est que l'IA. Et on va se dire, ben, j'ai cette idée. Et ce qui est important aussi dans les idées, je vois souvent des gens qui ont des idées. Tu vois, l'histoire de l'eau avec le Mohamed Sba, et je le mets vachement en avant. Parce que nous, on ne dit pas, voilà, c'est Yomaneai. On dit, c'est nos collaborateurs. Alors là, je dis parce que c'est des projets. Mais sinon, on les met en avant dans leur pays pour l'exemplarité. Et quand je le mets en avant, il me dit, ah, quand même, c'est toi qui as eu l'idée. Je dis, mais sans toi, j'aurais rien fait. Et l'idée, combien de fois on a eu des idées que ça n'a pas abouti. Par contre, si on est ensemble, ces idées vont aboutir. Et c'est toute la vocation de Yomaneai. Et aujourd'hui, pourquoi on a des ambassadeurs? J'ai des gens, j'ai des ministres comme toi, hein, on a des directeurs généraux de grandes boîtes, des patrons, etc. Parce qu'ils veulent activer leur pays. Ils veulent développer leur pays. Et après, on peut faire des choses comme la Fondation Magic System. Chacun, on est indépendant, mais on œuvre ensemble, comme le Cluster Digital Africa, comme CIO Mag, etc. Il faut des identités, et que dans vos pays, vous reconnaissez par rapport à ces identités-là. Par contre, il faut que nous soyons ensemble pour réussir, et pour faire que vous réussissiez. Et ça, c'est indispensable. Donc, changez votre mindset, de ne pas vous dire, oui, je veux tout pour moi, parce que vous n'aurez rien. Peut-être justement, c'est là où on va demander à la salle, parce qu'on leur demande d'échanger, on leur demande d'aller s'informer, on leur dit allez, faites. Mais peut-être aussi, c'est de leur donner la parole, qu'ils nous disent qu'est-ce qu'eux, ils attendent aussi et qu'ils veulent avoir comme information. Donc, je ne sais pas si le professeur ou quelqu'un dans la salle ou à Salfo veut nous dire une question importante à poser sur cette question-là, ou s'il y a des gens qui veulent dans la salle poser des questions. Mais aujourd'hui, on a dit le deal, c'est qu'au moins une femme va poser une question. Ça, c'est un deal qu'on a fait ce matin. Je pense que vous l'avez tous signé parce que personne ne s'était opposé. Est-ce que l'hôtesse peut amener les micros? Ah, merci. D'abord, je vous remercie. Est-ce que vous m'entendez? Montez le micro jusque... Ça va? Ok. Je ne savais pas que vous existiez, monsieur Nyongui. C'est ça, non? Je suis revenu des États-Unis et je fais des chants. Et chaque année, je suis obligé... Mettez bien le micro près de la bouche. Chaque année, je suis obligé de répéter les mêmes efforts parce que, d'abord, il y a un problème de main-d'œuvre. Et une parenthèse, j'ai demandé pendant 5 ans, est-ce qu'il y a des tracteurs où on peut atteler des débroussailleuses? Puisque tout le pays, il y a l'opération clandestin, il n'y a plus de main-d'œuvre. On n'arrive pas à nettoyer d'abord les champs. Et par exemple, les maladies dont vous parlez, vous prenez des ingénieurs, ils s'en vont, ils passent leur temps dans la brousse. Et puis, je ne savais pas qu'il y a des applications qui permettent de survoler les terrains et qui permettent de déceler ces maladies. Il y a un problème comment on appelle ça? D'information. De faire savoir. J'ai un projet de transformation de manioc. Ça fait 5 ans pour avoir le certificat foncier. Parce qu'il faut donner de l'argent à des fonctionnaires pour faire le travail. 5 ans. C'est plus difficile de jouer avec l'administration ivoirienne que d'aller chercher des prêts. On tourne en rond. Donc dites-moi, moi je voudrais avoir vos contacts, dites-moi exactement, par exemple pour le problème de nettoyage des champs, quels sont les tracteurs, quels sont les débroussailleurs qui existent, qui permettent de faire ce travail. On ne peut plus compter sur la main-d'œuvre manuelle. Mon grand-père a utilisé la machette, mon père l'a fait, ce n'est pas moi qui vais le faire. Et quand vous dites que ça n'intéresse pas les jeunes,
Vous voulez que les jeunes aillent travailler au champ avec une machette, une daba? Ce n'est pas possible. Même ceux qui vont travailler dans les champs, dès qu'il n'y a pas de réseau, ils refusent de partir. Donc, il y a un problème qui est crucial. Et on ne peut pas compter sur l'État. Si on veut compter sur l'État, on les fait venir, ils vont dire de bonnes choses et puis une bonne partir. contribution. Ouais, on peut parler de l'État parce qu'il met des choses en place. Non, mais ça, Jérôme, c'est peut-être pas ça, mais il a posé une bonne question. Mais je crois que sa question, elle est assez intéressante. Tant sur, il faut l'applaudir pour cette question. Il fallait oser poser, mais je pense qu'il a posé beaucoup de questions. C'est pas une seule question, c'est plusieurs questions. Il a mis beaucoup d'interrogations. C'est peut-être à toi de voir qu'est-ce que tu peux apporter comme solution. Et si moi j'ai bien compris, on parle de tracteurs, on parle de tout ça. Bon, après, peut-être ça ramène à ma question à Jérôme quand je disais qu'est-ce que les robots vont faire aussi. Non, voilà. Et ça remonte un peu à une première question qui se rapproche plus des plaintes des gens sur le fait que l'IA va remplacer des personnes. Non. L'IA bonifie. Pour donner un exemple rapide, même le simple IA génératif que tout le monde utilise le plus ici, je ne vais pas donner de nom pour ne pas faire de publicité, mais lorsque vous posez une question, on vous met en bas, l'IA peut faire des erreurs. Bon, les erreurs en question que l'IA peut faire, les personnes qui peuvent corriger, c'est vous. Donc l'IA vous bonifie. La seule manière de vous faire remplacer par l'IA, c'est si vous refusez d'évoluer. Alors que de ce que moi je sais, toute personne évoluant dans un métier donné veut progresser. Donc l'IA est là pour vous, je dirais, pour vous aider à passer ces étapes du travail rébarbatif et à vraiment, à vous-même vous concentrer sur l'essentiel. C'est l'essentiel qui est important, on va dire ça comme ça. Donc, pour revenir un peu à la question, d'abord avant ça, en ce qui concerne l'entrepreneuriat, je vous prends un exemple. On a un ingénieur en notre sein et il est parti en plantation pour faire des audits. Et c'est lui-même qui a fait voler le drone et tout. À un moment donné, lorsqu'il a déposé le drone au sol pour pouvoir faire décoller, il a remarqué un serpent. Il a reculé immédiatement. Il est reparti et bien plus tard, après, il a fait le survol. Et quand il est revenu au bureau, la première chose qu'il a dit, il dit, on a un problème. Je dis, ah bon, on a quoi comme problème? Il dit, il se trouve que, qu'est-ce qu'on fait si on va et puis il y a des animaux sauvages, il y a des serpents? On fait comment pour faire voler le drone? On ne peut pas faire l'audit. Il faudrait qu'on fasse des drones autonomes. Ah, il vient de nous donner une solution. Donc notre objectif aussi, M. Bilel en parle souvent, c'est pouvoir maintenant permettre à une personne, non pas, comme je viens de dire tout à l'heure, on ne remplace pas la personne. On bonifie la personne. Donc actuellement, nous travaillons sur un mécanisme qui est une simple boîte qu'on dépose dans un endroit précis et vous êtes chez vous au bureau, vous pouvez faire décoller le drone à distance. Ça, c'est un problème qu'on a rencontré et dont on essaie de trouver maintenant une solution. Bien entendu, trouver une solution rapidement, comme ça, c'est dit, on trouve un drone autonome, on fait voler à distance. Mais en Côte d'Ivoire, on le sait, il y a des problèmes de connectivité, il y a des problèmes de fréquence et autres. Donc, c'est sur ces genres de thématiques qu'on essaie de travailler pour trouver des solutions. Mais les solutions viennent de tout le monde. Donc, en fonction du métier que vous faites, en fonction du travail que vous faites, vous avez, je dirais, quelque chose qui vous ennuie particulièrement quand vous le faites. Jacques, vous savez que vous pouvez trouver des solutions. Ça veut dire que vous êtes en train de me dire que la question de la formation, c'est bien, mais en fait, on a des talents, en fait. Vous êtes capable de faire ce travail aujourd'hui. On a des talents. Mais il manque l'infrastructure qui vous permet, vous, de pouvoir implémenter tout ça. Oui, exactement. C'est ça. Oui, exactement. Donc, ça veut dire qu'on est sauvé, alors, quelque part. Oui, on peut le dire. On parce est sauvé. que de l'autre côté, en Occident et autres, la connectivité ne serait pas un problème, n'aurait pas été un problème. Mais ici, c'est un problème. Mais je pense que c'est un problème aussi qui nous bonifie parce que trouver des solutions à ce genre de problème, c'est permettre aux producteurs, aux agriculteurs qui sont dans nos campements de s'améliorer dans le travail aujourd'hui qu'ils ont à faire. Donc, il y a des talents. Il y a des talents qui ont peut-être aussi d'autres fois des problèmes, mais ils n'ont pas l'infrastructure, l'écosystème normal pour pouvoir donner une réponse aux problèmes qu'ils rencontrent. Donc, arrivé un moment, chacun délaisse le problème et puis on fait comme si de rien n'était. Donc, si je comprends, tu es en train de me dire qu'en Afrique, on a 1 million de problèmes
Mais lorsque, avec l'IA, nous pensons que si on arrive à résoudre même 500 000 de ces problèmes, le monde aurait gagné. On va avancer. Parce qu'on est les plus jeunes, Oui. on est innovants. Parce qu'ailleurs, je vois, peut-être Jérôme Mamadou, il le voit, ailleurs on appelle beaucoup des licornes, des ci, des cela. Mais je me dis, chez nous, s'ils avaient les mêmes moyens à armes égales, c'est des demi-dieux. Oui, exactement. C'est des demi-dieux. Exactement. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si je comprends ton message, indirectement, tu es en train de dire que les talents sont là, les jeunes sont là, ils ont besoin de se former, ils ont besoin d'avoir à démystifier, ils ont besoin d'être acculturés, ils ont besoin de tous ces savoirs-là, mais quelque part, il y a certaines infrastructures qui manquent et il va falloir les accompagner pour qu'ils puissent aussi vendre ces talents. Et c'est peut-être c'est là où on va demander au grand frère Mamadou, peut-être je vois qu'il y a Salfo qui veut poser une question, il faut qu'on parle de nos talents, il faut qu'on continue à les vendre aussi, il faut qu'on vende nos talents, il faut qu'on les explique au monde que nous avons en Afrique des génies qui sont là, ils sont bons. Donc, peut-être que merci pour la réponse et j'espère que le monsieur vous est satisfait. Pour répondre rapidement à sa question. Donc c'est d'aller vite, parce que moi je parle beaucoup et après si derrière on y va et ça va être compliqué. Je verrai monsieur donc, et puis on discutera des solutions. Ça marche. Donc je pense que vous avez répondu à la question du monsieur. Assalfo, il prend la parole. Assalfo, il prend la parole. Voilà, merci. Je voulais poser une petite question. Parce que quand on parle d'IA aujourd'hui, on parle de connectivité. Or, il s'avère que la plupart de nos plantations se trouvent à l'intérieur du pays, souvent avec un problème de connectivité. Et donc, je vois qu'on dit, bon, on va faire améliorer les choses, on va faire avancer. C'est vrai qu'avec l'arrivée de l'IA dans l'agriculture, vous avez parlé d'agrotech aujourd'hui, l'arrivée de l'IA dans l'agriculture va permettre d'optimiser au niveau des OPEX et des CAPEX aussi dans les plantations parce que je me suis aventuré et j'ai compris qu'il fallait construire des petites maisons pour les ouvriers qui venaient travailler. Il fallait toi-même prendre les mesures de ta plantation. On ne parle pas d'1 hectare ou de 2 hectares. Souvent, on va jusqu'à 25 hectares, jusqu'à 30 hectares. Et c'est difficile. C'est vrai que le fait que l'IA arrive, ça va réduire beaucoup de choses. Mais est-ce que vous avez trouvé des solutions pour pouvoir pallier aux problèmes auxquels nous pouvons être confrontés, comme la connectivité, pour faire décoller vos drones et tout ça? Merci beaucoup. Jacques, tu es sollicité, hein, t'as vu? Oui, donc quand tu as Salfo qui te sollicite comme ça, c'est que l'IA et la connectivité. Tu peux y aller, hein. L'un des premiers problèmes on était confrontés, c'était que, comme je disais, les ingénieurs, lorsqu'ils vont, parce que tout simplement ils n'ont pas de connexion, ils sont obligés de prendre les images, revenir au bureau pour pouvoir les traiter. Donc ce qu'on a fait, c'est que chacun est muni, parce que notre leitmotiv, c'est on doit trouver une solution à un problème. La solution peut ne pas être parfaite, mais elle résout un problème. Et à partir de cette solution donnée-là, on essaie d'incrémenter, de trouver d'autres solutions pour l'améliorer. Donc, au niveau du problème de connectivité, ce qu'on a fait, c'est que chaque l'IA, pour faire tourner un modèle de machine learning, on peut faire même tourner un modèle de machine learning sur la tablette que vous avez. Donc, pour résoudre le problème qui consiste à, sur la parcelle, faire survoler et renvoyer les images au bureau, on les a munis chacun d'un ordinateur avec lequel, en même temps qu'ils ont fini, sur place, qu'ils ont fini de délimiter, de survoler la plantation, ils peuvent en même temps traiter les images et donner des réponses. Premier. Le second, c'est, tout à l'heure on avait dit qu'au départ, ce qui était bien, c'était que les producteurs puissent eux-mêmes délimiter les parcelles. Mais quand on s'est promené dans notre expérience, on a vu que la plupart, que ce soit des coopératives ou autres, lorsqu'elles délimitent des parcelles, elles utilisent des GPS Garmin. Donc, lorsqu'on voyait des producteurs, ils n'avaient pas souvent les moyens d'en acheter. Mais on a remarqué un truc, c'est que les enfants des producteurs, là, bien souvent ont des smartphones, où ils ont quelqu'un dans leur entourage qui a un smartphone, parce qu'il veut aller sur Facebook, parce qu'il veut aller sur YouTube et autres. Donc, ça, c'est un avantage qu'on a exploité. Donc, on a décidé tout simplement de développer une application que chacun peut télécharger sur App Store. Et avec cette application-là, il peut délimiter sa plantation. Dans cette application, ce qu'on fait, c'est que même avec les GPS, on s'est rendu compte que, c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure, on trouve une solution et on essaie d'améliorer cette solution. On s'est rendu compte, comme vous le dites, que les plantations sont très grandes.
25 hectares, délimiter 25 hectares, vraiment surtout sous un soleil de plomb, ce n'est pas vraiment faisable. Donc ce qu'on a fait dans cette application, c'est que lorsque vous commencez à délimiter une plantation, si vous êtes fatigué, vous prenez votre téléphone, vous marquez un arrêt. Vous pouvez même partir. Vous revenez, il vous suffit de vous mettre à 5 mètres du point où vous étiez, c'est-à-dire du dernier point où vous étiez, et vous reprenez la délimitation. Voilà, donc vous reprenez, l'application vous dit, vous êtes à un certain nombre, vous êtes à une certaine distance, à partir de là, si vous validez, vous pouvez reprendre. Ce qui veut dire que vous avez le temps de délimiter les 25 hectares selon ce que vous voulez. Donc soit vous décidez de réduire vos 25 hectares, soit peut-être en bloc, pour dire on fait des petits espaces, des petites superficies, soit si vous voulez délimiter tout, vous avez le temps. On s'est rendu encore compte que lorsqu'ils finissent de délimiter, ils avaient des problèmes eux-mêmes pour utiliser, certaines fois. Il fallait avoir encore besoin d'une connectivité. On a dit non, ce n'est pas nécessaire. Aujourd'hui, il y a des moyens de pouvoir faire fonctionner des applications sans Internet, seulement sur la machine. Donc, lorsque vous finissez de délimiter, toutes les données de délimitation sont dans votre téléphone. Vous pouvez extraire, donner à l'agronome qui est là, au pilote de drone, il pilote, il vous montre les problèmes et immédiatement vous trouvez des actions de remédiation. Si j'ai compris la question d'Assalfo, quelque part, il parle de la connectivité parce que aussi c'est le réseau. Est-ce que vous avez pensé en fait en mode online et voilà. Oui. Parce que en fait la question qui va se poser aujourd'hui, si j'arrive dans ces zones-là et que je n'ai même pas Internet, je n'ai rien, je peux avoir un smartphone, mais si je ne peux pas l'utiliser, est-ce que je peux continuer à collecter l'information et lorsque je retourne en réseau, l'information se déverse? Exactement. Je pense que c'est ça sa question. Oui, c'est ce que j'expliquais. Voilà. Pour l'application mobile qui permet de délimiter, vous n'avez pas besoin de connexion Internet. Vous allez vous délimiter la plantation. Vous pouvez extraire même avec le téléphone, c'est-à-dire vous pouvez télécharger ça à partir de l'application, vous téléchargez, ça rentre dans le dossier de téléchargement de votre téléphone, donc vous avez la superficie de votre plantation. Lorsque vous aurez enfin la connexion, les données de délimitation en question sont uploadées sur notre plateforme et là vous pouvez voir ces données de délimitation sur un ordinateur par exemple dans une zone où il y a connexion. Mais si vous n'avez pas de connexion, les données sont sur votre téléphone mobile. Donc ce sont ce genre de problèmes que pour l'instant on essaie de trouver, on essaie de résoudre. Voilà, avec de l'expérience. Donc la Côte d'Ivoire est vaste, on arrive dans un lieu, chaque campement, chaque village, chaque hameau a un problème. Donc, quand on arrive, c'est qu'est-ce qu'il y a comme problème? Qu'est-ce qu'on peut faire? La solution. Une solution peut être... Pour moi, je pense que la solution n'est même plus le smartphone. Parce que vous savez, nous, en Afrique, on a battu l'Europe et tous les autres là, avec les smartphones. L'analogue, nous, on l'a laissé. On est aujourd'hui, les mobile money, ça fonctionne bien chez nous. On est les meilleurs dans ça et ailleurs, on nous copie maintenant sur ça. Et pourquoi nous, aujourd'hui, avec les terres qu'on a, parce que c'est là où on a cette superficie. Je prends l'exemple de chez moi, par exemple, on parle de 1 242 000 km², 22 millions d'habitants. On a tellement de terres, mais on n'est pas assez nombreux. Est-ce que c'est avec mon téléphone je vais aller, parce que certains peuvent avoir 300 hectares aussi. Alors, 300 hectares avec mon téléphone, tac, 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 j'en ai pour 20 jours, 30 jours. Donc, la question aujourd'hui, c'est, Assalfo dit, il n'y a pas de connectivité, il n'y a rien de tout ça. Mais moi, je suis à Assalfo, je suis à Abidjan. J'ai une ferme où j'ai quelques hectares. Je peux peut-être faire piloter mon drone, parce que vous l'avez dit qu'aujourd'hui, on peut faire décoller le drone depuis chez soi, mais est-ce que ce drone ne peut pas faire ce travail de délimitation qui n'a pas besoin de connectivité? Parce que le souci, c'est quoi? On a tellement d'enjeux dans nos pays, tellement de travaux à faire, tellement de routes à faire. Est-ce qu'on n'a pas, on ne va pas perdre notre temps encore à dire qu'on va faire les mêmes bêtises qui ont été faites ailleurs pour ne pas arriver? Parce qu'avec toute cette histoire de changement climatique, d'ailleurs, j'allais poser une question sur ça. Est-ce qu'on a besoin de pourrir encore nos terres? On a besoin d'aller encore torpiller nos terres pour créer des infrastructures pour ça? Est-ce qu'on n'a pas une solution qui nous permet de sauter ce gap? D'abord, sur le problème de la délimitation qui peut être fait par un drone. On y a pensé parce que quand on regarde, par exemple, mais j'ai expliqué ça tout à l'heure, c'est en Occident, même ne serait-ce que si vous prenez par satellite, vous voyez distinctement les plantations et on peut les délimiter. Lorsqu'on a pensé à cette solution-là, il se trouve que par la grâce de Dieu, je dirais, nous étions dans un village et il y a eu un producteur qui nous a montré les limites de ce qu'il considère comme étant sa plantation. Nous avons délimité sa plantation en question. Et son voisin le plus proche nous a aussi montré les limites de sa plantation et on a délimité. Et on s'est rendu compte que finalement,
On leur a demandé, mais comment est-ce que vous êtes sûr, comment est-ce que vous faites pour reconnaître les limites de leur plantation? Ce qu'ils nous ont montré, c'est un fil rouge qui est dans la plantation. Donc, quand on a regardé, mais on dit attention, il y a un problème. C'est que le fil rouge en question qui est dans la plantation, qui lie, soit ce sont des fils rouges, soit ce sont des marqueurs qu'ils mettent sur les arbres. Les bornes. Voilà. Donc, ça, notre problème actuellement, c'est que quand on est... Parce que le drone, il vole, il est au-dessus. Il y a un feuillage, il y a un couvert de feuillage qui est là. Donc, on ne voit pas en dessous. Donc, on s'est dit, attention, si on veut... Parce qu'une chose est de pouvoir donner une solution, mais il ne faudrait pas qu'elle engendre un autre problème. Parce que si vous essayez de délimiter comme ça, vous allez vous retrouver avec des plantations qui se confondent, qui se chevauchent. Et à la fin, on viendra vous dire, un producteur viendra vous dire, mais vous avez donné une partie de ma plantation à un autre. Il nous reste un quart d'heure maximum. Et le problème, c'est que vous avez vu comment vous êtes sollicité. Et ça, c'est intéressant. Et ça ramène à la question du monsieur de dire qu'on ne vous connaît pas, l'information n'est pas là. Mais je pense que c'est ce qui fait Human AI, c'est ce qui fait Siomag. Mais Jérôme aussi, à l'écoutant Jacques, on est sorti de l'intelligence artificielle. En ce qui me questionne, je pense qu'on est allé dans tout ce qui est l'IoT, tout ce qui est Big Data. On est tout simplement dans beaucoup de choses. Vous êtes en train de nous parler de ça. La blockchain aussi, pour la transparence. Maintenant, c'est que la formation, elle est importante. La formation au métier du digital, c'est important et elle est cruciale. Le numérique, en tout cas, est transversal. Aujourd'hui, il va falloir se former. Mais l'intelligence artificielle, comme il a dit, ce n'est qu'une solution innovante parmi tant d'autres aujourd'hui. On parle de big data, on parle de blockchain, on va parler de tout ce qu'on veut, mais le plus important reste comment avoir des plateformes, des mécanismes pour qu'on puisse être formé à toutes ces intelligences au même moment, parce qu'ils vont interagir entre eux, ils vont travailler aujourd'hui. Le spécialiste en blockchain aujourd'hui va travailler sur un projet avec le spécialiste en big data, en intelligence artificielle. Donc ça veut dire les jeunes, le message que ça peut donner, mettez-vous ensemble. Parce que souvent en Afrique, c'est ce qu'on ne peut pas. On veut toujours dire moi, je. Mais le souci, c'est quoi? Si on est ensemble, on est plus fort. Chacun ramène son expertise. On peut créer une start-up. Souvent, on a tendance à penser, oui, il me faut 50 millions, 20 millions, 30 millions. Hier, je pense que Jérôme disait, il y en a, après ils vont rouler un Range Rover, etc., garde du corps, tout ça. C'est vrai, mais on ne peut pas faire de business en argent. Mais sauf que derrière, l'argent, ça se fait en deux catégories. Pour moi, soit je dis cash flow, soit je dis l'intellect. Donc ça veut dire que si je ne suis pas capable d'avoir toutes les intelligences tout seul, je vais vers les autres et j'essaie de ramener. Et ça aussi, il faudra y aller vers ça. C'est peut-être aussi dès que tu joues, Jacques, ce rôle de mentorat, que tu essaies de parler, de partager davantage tes connaissances, comme Jérôme aussi t'a donné l'occasion de le faire aujourd'hui sur ce panel. Tu dois continuer à divulguer l'information pour que davantage de jeunes Ivoiriens sachent qu'il y a des gars comme toi, des mentors qui peuvent aussi s'inspirer. Moi, je le fais. Je me suis inspiré de mes aînés comme Mamadou. Et aujourd'hui, ça me reçut très bien, pas mal. Je dis alhamdoulilah, ça va. Mais est-ce que tout le monde a cette mentalité de s'inspirer des autres? Parce qu'il faut oser, il faut y aller, il faut s'inspirer. Donc peut-être qu'on a encore une dizaine de minutes. Je vois que tout le monde s'intéresse à la question. Après, il faut torpiller le grand frère Mamadou un petit peu aussi, hein, avec Jérôme. Et Jacques, je crois qu'il a pris pas mal de coups. Donc je vois que les questions sont toutes de l'autre côté. Ben, oui, ouais, voilà. Donnez le micro au monsieur à côté de vous. Merci. Félix Boli, du ministère d'État, ministère de l'Agriculture, Développement rural des productions vivrières. Ah ben il était temps. Il faudra vous approcher devant, monsieur. Parce que là, la question, elle est importante et vous êtes là du ministère et ça va répondre à une des questions du monsieur et d'Assalfo. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez apporter, monsieur, du ministère? La première des choses, c'est que je suis heureux qu'il y ait ce panel-là. C'est juste une remarque. J'aurais bien aimé qu'il y ait quelqu'un du ministère qui participe aussi au panel. Pour revenir à la question du monsieur, il ne faut pas oublier que l'intelligence artificielle, c'est un outil, comme tout autre. C'est comme l'outil informatique. Il y a des problématiques qui sont liées à, on va dire, à un État. Il ne faut pas fustiger, on va dire, ou prendre son cas comme une généralité. C'est vrai qu'il y a des difficultés au niveau du foncier rural, c'est vrai qu'il y a des difficultés au niveau de, on va dire, de la structuration, mais l'IA aussi est là pour répondre à ces problématiques-là. Et pour la petite histoire, c'est que, pour revenir aussi sur la question de Assalfo, c'est qu'actuellement, le ministère est en train de faire une enquête sur le terrain. Et effectivement, cette problématique de connectivité, nous, on y fait face. On a des agents, à peu près 800 agents qui sont disséminés sur toute la Côte d'Ivoire pour faire cette enquête-là, et ils utilisent des tablettes.
Donc, quand il récupère les informations, il faut qu'il puisse faire remonter ces informations-là vers les serveurs qui se trouvent ici à Abidjan. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il se trouve dans une zone qui est hors réseau? Ils utilisent des applications que le ministère a développées. Ils récupèrent ces données-là. Dès qu'ils arrivent dans une localité où il y a la couverture, ces données-là sont rapatriées vers le serveur. Donc, c'était pour répondre un peu à la problématique de connectivité. Il y a beaucoup d'autres cas qui peuvent être utilisés. Maintenant, pour ce qui revient pour ma question, moi, je veux faire un focus sur le fait que, comme les panélistes l'ont dit, l'agriculture ivoirienne a une particularité, c'est qu'elle est de taille familiale. Et il faut qu'on puisse mettre, c'est-à-dire cette agriculture-là, avec des coopératives, de sorte à ce que quand on adresse des problématiques, ces problématiques puissent s'adresser, par exemple, sur une région. Je suis heureux aussi que le monsieur ait une initiative par rapport à la transformation du manioc, parce que le manioc fait partie des spéculations qui ont été sélectionnées pour les productions vivrières, d'où on va dire les productions vivrières qui ont été rajoutées sur le nom du ministère. Donc c'est pour dire et emboîter le pas à monsieur Jérôme, on porte aussi le même prénom, c'est qu'il faut pouvoir évangéliser au top management, mais comme il a dit, il faut aussi que, on va dire, l'utilisateur final, qui est le citoyen, puisse être au parfum de ce que le ministère fait, de ce que l'État fait pour lui. Il y a beaucoup d'e-services qui sont déployés actuellement, mais l'utilisateur, le citoyen, ne sait pas que ça existe. Donc moi, je voudrais dire qu'il faut qu'on avance main dans la main. Les ministères, l'État est là pour mettre le cadre, mais il faut effectivement que des initiatives privées puissent venir faire bouger et, on va dire, faire vivre cet écosystème, ce cadre qui a été mis par le ministère. Voilà mon intervention. Merci. Je pense que vous n'avez pas fait poser des questions, vous avez fait une contribution. Et cette contribution, elle est magnifique et on le salue. Et ça veut dire que notre message, il est passé ce matin. C'est vrai que vous n'êtes pas panéliste, mais je pense qu'Assalfo et puis les panélistes et puis la question du monsieur, ça vous a interpellé, vous étiez obligé de prendre la parole et de dire que je suis là dans la salle. Et ça fait plaisir. Et derrière, vous avez donné les bonnes réponses et vous avez aussi accepté que seul, vous ne pouvez pas tout faire. Vous mettez le mécanisme, mais c'est aussi à d'autres acteurs du secteur privé comme Mamadou, comme Jérôme, d'organiser des activités, d'informer la population et c'est formidable. En tout cas, merci pour cette belle contribution. Je vois que... Alors, il y a un monsieur derrière, on va laisser la question, après on va vous donner. Donc, apparemment, il y a plus de questions. Je vais faire juste pour le faire savoir. Le monsieur parlait tout à l'heure. Nous, notre politique, c'est quand on arrive dans un pays, on forme la presse. On a formé 200 journalistes et patrons de presse. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Hein. Donc, avec l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'ils sont le faire savoir. Et eux, s'ils comprennent la technologie, qu'ils comprennent l'économie, ce que ça peut apporter, on l'a fait au Sénégal, on l'a fait au Togo, on est en train de le faire dans tous les pays d'Afrique. Mais derrière, ils ne savaient même pas que le mobile money, c'était africain. Et donc, c'est de faire savoir, il faut rassembler toutes les énergies. Et le plus grand faire savoir, c'est la presse. Écrite, Internet, télévisée, radio, etc. Donc, on les a formés justement pour faire savoir. On a essayé de faire du sourcing pour connaître toutes les entreprises, pour le hub que le président a annoncé, la Cité de l'innovation et de la culture que nous sommes en train de mettre en place avec le ministère. La difficulté pour connaître toutes les entreprises. Et c'est de se dire comment on fait. Donc on a besoin aussi de faire des appels à projets, toutes ces choses-là, mais c'est l'affaire de chacun d'entre nous. Et donc on va mettre en place une plateforme, enfin, le gouvernement va mettre en place une plateforme pour justement le sourcing aussi, pour se faire connaître. Ok, donc merci Jérôme. Et il y a le monsieur qui va... Donc après, on va peut-être prendre 3 questions, et, parce que le temps il est en train de filer. Donc monsieur, vous pouvez aller de façon brève. C'est ça. Merci bien. Je vois que nous sommes à la 4e révolution industrielle. La première étant la machine à vapeur, la deuxième l'électricité, la troisième celle de l'informatique dans les années 60. Et là, nous sommes à la 4e qui est celle de l'IA. Mais je fais un petit constat, c'est que dans toutes ces 3 révolutions passées, les Africains ne savent jusque-là pas fabriquer les technologies de base de ces différentes révolutions industrielles-là. Et moi, je souhaite me lancer dans le domaine de la formation de l'IA. Et là, je suis en train de travailler sur mes modules.
Et je veux demander aux panélistes qui sont plus familiers, qui sont plus sur le terrain, est-ce que on a le besoin, c'est en termes de gens capables de pouvoir, d'un point de vue mathématique, comprendre, écrire les algorithmes et puis développer des IA, des modèles de machine learning ou même des IA de A à Z, au point où si une solution classique disponible, d'IA disponible, ne peut pas résoudre un problème qu'on rencontre, ces gens-là puissent réécrire par exemple de nouveaux algorithmes de A à Z et puis faire face à ces problèmes-là. Est-ce qu'on a ce type de besoin ou bien on est plus dans le fait d'utiliser les solutions disponibles, telles que par exemple des appels d'API pour travailler sur certains modèles ou bien des modèles de machine learning classiques qui sont disponibles dans Python? Je sais pas, je crois, Jérôme, je ne sais pas si tu peux répondre rapidement parce qu'on a débordé sur le temps. Rapidement, on n'a pas besoin de faire des algorithmes. Ce qu'on a besoin, c'est, quand il y a une problématique, c'est de trouver la solution. Et ce que j'expliquais tout à l'heure, on va vous mettre à disposition des équipes pour le faire. Mais il faut trouver des solutions. Donc, avec un simple ordinateur de gamer, on peut faire tourner de l'IA. Donc c'est une technologie, moi j'appelle même pas ça une révolution industrielle, j'appelle ça un changement d'humanité. Parce qu'on ne fera plus le même métier de la même façon, on va être optimisé. Mais cette technologie, là, l'Afrique, elle a cette chance, les talents, de pouvoir le faire avec un simple ordinateur de gamer. Mais vous pouvez tous être demain des pros de l'IA, mais pas des pros des algorithmes, de mettre à profit l'IA pour trouver des solutions sur des problématiques pour votre pays. Et du coup, vont être bankable parce qu'on va pouvoir le vendre dans le monde entier. Bon, je pense que la dernière question, on va la prendre et puis après, on va laisser la parole aux panélistes. On va clôturer parce qu'on a débordé sur le temps. Et alors, vraiment des petites questions, pas des monologues. Ouais. Enfin, il y a une femme. Oui, mais madame, écoute, on va donner à la demoiselle avant qu'elle se dégonfle parce qu'elle a osé poser une question. Ah, vous m'avez dit bonjour? Ah, ok, merci. Donc, bonjour à tous. Mon nom c'est Abdoulatif. Je suis étudiant en génie informatique à l'Institut universitaire d'Abidjan. Ma question s'adresse à M. Jacques Nyongui. C'est que ma question était de savoir, pour par exemple une personne qui détient plusieurs terres et qui par exemple voudrait connaître l'historique de peut-être la santé de sa terre sur plusieurs années. Est-ce que vous n'avez pas peut-être un système, un cloud sur lequel peut-être la personne pourra sauvegarder cette historique-là? Maintenant, ma seconde question était de savoir... Une question on a dit. Une. C'est de la même vague. Mais... le temps, il y a d'autres qui attendent. Une question, ça suffit, mon cher. Ouais. Donc je pense que Jacques, tu vas répondre ou Jérôme au moment de... Ouais. Alors, ça remet en place la question des données, donc la disponibilité des données et de la fiabilité des données qu'on a. Est-ce que la question qu'il faut se poser, c'est d'avoir suffisamment d'historique et d'historicité pour avoir ces données-là? Donc, à mon avis, c'est encore tout neuf, notamment dans des pays comme la Côte d'Ivoire ou dans la plupart des pays africains. On n'a pas suffisamment de recul pour pouvoir donner des informations de ce type aussi précises qu'il le faut. Mais je pense que voilà, donc on a pris conscience de l'importance d'avoir la donnée, de collecter des données, de pouvoir les traiter et de pouvoir les stocker quelque part. Et je pense que c'est dans les années à venir, on pourra vraiment aller vers cela, avoir des données fiables et pouvoir les traiter de façon plus efficace qu'on le fait aujourd'hui. Le monsieur du ministère a parlé tout à l'heure d'une question très importante, notamment concernant l'évangélisation. C'est un point très important, effectivement, d'aller vers l'évangélisation des jeunes comme vous, qui s'intéressent au secteur de l'IA et au secteur de l'agriculture. Imaginez, par exemple, des pays, par exemple, là j'ai vu un appel à candidature au Sénégal où on demandait des travailleurs saisonniers pour aller travailler en Espagne. L'Espagne avait besoin donc de jeunes, des bras africains, et donc ils avaient un besoin de 370 personnes pour venir travailler pendant 3 mois en Espagne pour aller dans les champs agricoles. Et en 2 jours, il y a eu plus de 10 000 candidats intéressés à ce poste. Et c'est valable également pour le Maroc, où ils sont pratiquement frontaliers. Et tous les ans, l'Espagne vient chercher des jeunes travailleurs, puisqu'ils n'en ont pas, donc, avec le vieillissement de la population en Europe. Et vous voyez, donc ces jeunes-là, on les demande à travailler dans les champs agricoles en Afrique, ils ne le voudront pas.
Mais pour aller en Espagne, pour le faire, ils sont vraiment déterminés à le faire. Donc il y a un travail de sensibilisation à faire à ce niveau-là. Et je pense qu'aujourd'hui, nos jeunes s'intéressent davantage à toutes ces technologies liées aux drones, liées à l'IA, liées à l'IoT. Donc le fait de les sensibiliser autour de ça, donc on peut les évangéliser autour donc, de l'intérêt qu'il y a autour de l'agritech et de l'agriculture de façon globale sur le continent africain et les enjeux. Je pense qu'on va devoir arrêter comme ça. Peut-être, Jérôme, en une seule phrase, hein, et quelle est votre vision, en tout cas, de l'IA pour l'agriculture dans les 2 prochaines années pour l'Afrique? Vous avez des problématiques, vous êtes la solution, vous êtes les talents, et nous avons les compétences. Et derrière, on vous montera en compétences. Donc croyez en vous, et ne vous dites pas que l'IA, c'est une technologie qui est inaccessible. Elle est accessible à tous, parce qu'il y a des gens qui la développent. Il faut des idées. Et c'est vous qui avez des idées. Et c'est vous l'avenir de l'Afrique. Merci Jérôme. En tout cas, il faut l'applaudir très fort Jérôme. Et merci à toi pour toujours ta brillante dynamique avec abnégation, l'agnac, l'amour, tout ça t'envie. Peut-être Jacques, c'est aussi de nous motiver dans ce sens-là, en une seule phrase. Et une vision pour la Côte d'Ivoire, en tout cas, c'est ça. Hein. Après, il faudra qu'on soit champion, c'est ça. C'est voilà, une stratégie nationale qui est ancrée pour les Ivoiriens et par les Ivoiriens. C'est ce qu'on a dit. Donc, en une phrase, qu'est-ce que tu proposes? En une phrase, il y a beaucoup de problèmes, mais il y a beaucoup de cerveaux et il y a beaucoup de solutions. Il faut faire preuve de persévérance, d'abnégation. Et je crois que, comme le jeune parlait déjà, sa question était très pertinente. On va y arriver. L'Afrique peut y arriver. C'est pourquoi je te dis, tu es la nouvelle star maintenant. Donc voilà, après ce panel, vous pouvez beaucoup approfondir avec lui, discuter. C'est ça, c'est fait aussi pour ça. Après, c'est les networks, c'est ça. Merci Jacques, en tout cas, bravo. Bah, grand frère, hein, peut-être qu'on va espérer des super articles sur les déjournées et aussi donner une vision beaucoup plus large. Mais en une phrase, je sais que tu es capable de résumer facilement. Et nous, on essaie de s'inspirer de toi, mais une belle phrase pour clôturer et laisser aussi au panel suivant. Oui, donc on l'a dit, l'IA est une solution parmi tant d'autres, une solution qui est là pour apporter de la modernisation, qui est là pour apporter des solutions. Donc la solution, c'est vous, comme l'a dit le frère Jérôme. Et je pense que, comme on le disait, donc on est bientôt en 2030 donc pour les objectifs du développement des Nations Unies, où on a des objectifs à atteindre, notamment en termes d'autosuffisance alimentaire. Et je pense que l'IA est un formidable accélérateur si on prend conscience de l'impact que ça peut avoir et donc de la formation qu'on devrait apporter, notamment au niveau du ministère de l'Agriculture et au ministère du Numérique, pour accompagner toute cette dynamique et toute cette jeunesse qui, à mon avis, est à la recherche d'un devenir et apporter des solutions pour justement nourrir le continent à travers l'agriculture et les technologies de l'information. En tout cas, merci beaucoup, que Dieu vous préserve. Et ce panel a été intéressant. Vous avez vu qu'on a vraiment débordé sur le temps. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va enchaîner avec le 5e panel où on a un modérateur exceptionnel. Ça va être mon frère Ousmane Gueye qui va venir modérer ce panel. Et ça va être un panel magnifique avec Mehdi Saïg, mais aussi avec Laurent Guissépé qui va nous parler. C'est le diplomate qui est là avec nous, on aime l'appeler nous, entre nous. Et moi-même, je serai un panéliste aussi sur ce panel. Merci à vous et que Dieu vous préserve.